Ok, bon, on va attaquer. Bonjour à tous. Vous êtes très nombreux à être venus. Je crois qu'il reste encore quelques chaises. Mais voilà, vous êtes très nombreux cet après-midi pour notre sujet. Ça ne nous met pas du tout le trac, du tout. Donc, on est là pendant 3 quarts d'heure pour parler de l'industrialisation de vos innovations, du POC. On verra ce que ça veut dire POC, peut-être que des gens savent déjà. Du POC à l'accélération. Et on est 3 entités. Le French POC, Accendus et Viveris, qui sont des entités qui accompagnent des porteurs de projets dans des projets d'innovation. Donc, je m'appelle Rémi Waïda, je suis directeur innovation au French POC et je vais vous faire un retour d'expérience de ces dernières années sur l'accompagnement des projets, des porteurs de projets dans le POC. Et je suis accompagné de 2 acolytes. Donc, bonjour à tous, Frédéric Dupont, je suis directeur de l'offre électronique chez Viveris. Ça va faire une douzaine d'années que j'ai rejoint le groupe et je vous présenterai juste après, en tout cas, le périmètre que l'on adresse. Et donc Victoria Martinez, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour assister à ce workshop. Je travaille pour Accendus, on est un accélérateur industriel, on est rattaché à un équipementier automobile. Et donc notre mission à nous chez Accendus, c'est d'aider des entreprises à développer et industrialiser leurs produits. Donc une petite introduction. Ça fait quelques années du coup qu'on accompagne des porteurs de projets et aujourd'hui quand on regarde un petit peu l'innovation et ce salon et tous ces sujets qui tournent autour, eh ben, on a l'impression que c'est ce joli petit canard qui bombe le torse et qui permet justement d'apporter une belle image. Nous, comme on accompagne aussi les porteurs de projets, on a la face cachée de ce beau petit canard et en dessous, on se rend compte que le petit canard, il pagaie pas mal en fait pour pouvoir bomber le torse. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire dans le monde de l'innovation? Le retour d'expérience, c'est qu'on rencontre pas mal de grands groupes qui effectivement font des temps de développement pour des projets d'innovation qui peuvent parfois être assez longs. On va rencontrer des startups qui arrivent relativement à faire une belle proposition de valeur, à bien la présenter. Après, on va avoir parfois du mal à ce que ça se concrétise, à ce que ça devienne une réalité, à ce que le produit sorte. Et ensuite, si on fait le tour complet, on a aussi des PME qui innovent. Et parfois, dans les PME, on va pousser du contenu technologique, pousser des affaires qui sont très technocentrées et qui parfois ne rencontrent pas un marché et qui font ces fameux produits sur étagère qui ne rencontreront que l'étagère et pas le commerce. Donc ça, c'est le côté un petit peu retour d'expérience qu'on va avoir et qu'on veut discuter avec vous aujourd'hui et partager justement pour essayer d'éviter un petit peu ces problèmes qu'on peut rencontrer. Aujourd'hui, nos objectifs, on est tous présents ici, très nombreux sur le salon depuis plusieurs années, du coup au SIDO. On voit qu'il y a une montée en puissance de l'innovation. On a également nos politiques qui mettent en place du coup des orientations avec des financements de plus en plus conséquents. Et on voit qu'il y a un vrai engouement. France 2030, il y a BPI aujourd'hui qui met en place tout un tas d'actions, de financements possibles. Et derrière, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de contribuer à cet effort un peu collectif. Ça fait longtemps, en tout cas, qu'on accompagne des industriels. L'objectif, c'est d'identifier comment on peut arriver, du coup, à améliorer les choses. On a accompagné de nombreux industriels depuis très longtemps côté Viveris. Comment on peut faire mieux avec le renfort de partenaires, du coup, qui viennent à nos côtés pour faire en sorte de contribuer à la réindustrialisation des territoires français. Ça, c'est vraiment ce qui nous anime au quotidien. Venir à côté de porteurs de projets, d'être capable du coup de les accompagner de la phase de démarrage jusqu'à l'industrialisation du coup de leurs solutions. Pour nous, c'est ce qui est extrêmement important. Donc, sur ces phases-là, forcément, on a besoin de vous parce que nous, on sait faire des choses, mais on a très peu d'idées en tout cas, et on attend des idées de porteurs de projets pour être capable d'aller un peu plus loin et de vous accompagner d'un point de vue technologique. Donc c'est clairement l'objectif de ce workshop, hein, c'est de vous présenter des choses et qu'on ait un feedback de votre part vis-à-vis du fait d'avoir des porteurs de projets.
Donc aujourd'hui, si on vous co-anime cet atelier tous les trois, c'est parce qu'en réunissant les expertises de nos trois structures les unes aux autres, on est en capacité en fait d'accompagner les porteurs de projets sur toute la chaîne de développement de leur innovation. Donc dans le développement du projet, il y a ce qu'on appelle les premières phases de dérisquage, qui est vraiment la spécialité du French POC, qui vous en parlera mieux que moi juste après. Ensuite, on a les phases de développement, où là, une fois qu'on a franchi les premières étapes, on va venir développer le produit sur sa version industrielle, ce qui est l'expertise de Viveris et Accendus. Nous, Accendus, on est vraiment spécialisé sur la mécanique des produits, et Viveris, l'électronique, donc on est très complémentaires. Et ensuite, il y a la phase d'accélération industrielle, de mise en production. Donc c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc juste avant de commencer, ce workshop se veut aussi participatif. On vous a expliqué quels sont nos objectifs. On recherche des porteurs de projets, c'est notre objectif. Donc vous êtes très nombreux, on va prendre juste 30 secondes, mais quelles sont vos attentes à vous, comme ça, au hasard? Si je prends quelqu'un, vous attendez quoi de ce workshop? De comprendre un peu mieux le POC. Et comprendre ce qu'il y a derrière le terme innovation. Super. Quelqu'un d'autre? Des attentes? Vous avez un POC, vous cherchez à industrialiser. Donc porteur de projet. Quelqu'un d'autre veut participer? Une dernière? Vos attentes? Pareil, comment transformer l'essai? La recette magique. Je sais pas s'il y en a. Transformer l'essai, on est dans la Coupe du Monde de rugby, et ça, on a des billes là-dessus. Mais en tout cas, il n'y a pas de On est quand même meilleur en industrie qu'en rugby, quand même, je crois. Bon, on va essayer de répondre à vos attentes, en tout cas sur ces 3 quarts d'heure. Donc, première étape, vous l'aurez compris, la phase de dérisquage. Comment je dérisque un projet d'innovation? En d'autres termes, comment je sécurise des investissements? Et sans être MacGyver, c'est-à-dire comment j'arrive à le faire rapidement, à moindre coût, pour sécuriser mon projet. Nous, notre spécialité au French POC, c'est de réaliser des prototypes. C'est le prototype qui va être le véhicule du dérisquage. C'est important de parler de dérisquage, parce que dans dérisquage, ça ne veut pas dire qu'on garantit le succès. Ça veut dire qu'on va aller expérimenter l'idée, avoir des indicateurs qui nous permettront d'arrêter le projet ou de le poursuivre. Et des fois, arrêter une innovation, c'est sécuriser ses investissements. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que pour dérisquer un projet d'innovation, il y a 3 axes majeurs quand on en est au démarrage. Donc, vous nous dites certains que vous avez des POC. Il faut savoir si déjà ces étapes-là, elles ont été franchies, parce qu'on est dans une phase de dérisquage. Si on accélère alors qu'on n'a pas tout dérisqué, c'est prendre de la vitesse pour rentrer dans un mur, ça va faire très mal. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de sécuriser son projet dans un premier temps. Le premier défi qu'on va rencontrer, notamment dans l'innovation hardware, c'est que souvent, il y a beaucoup de gens techniques, mais quand même, le premier défi, c'est le défi du commerce. Est-ce que j'ai des premiers clients qui sont prêts à acheter mon idée? Vous allez rencontrer pas mal de gens qui vont vous dire votre projet, il est intéressant. Ça ne nous intéresse pas, on veut des gens qui sont prêts à l'acheter. Donc, le premier défi, c'est le commerce. Le deuxième défi, c'est si vous avez rencontré des gens qui ont été prêts à vous l'acheter, c'est l'usage. C'est tout de suite mettre le produit dans les mains des utilisateurs pour figer un cahier des charges. Quand vous êtes en industrialisation, tout changement de cahier des charges a des conséquences majeures en termes de financement quand vous êtes en phase de... Ah, le truc avance tout seul, là. Quand vous êtes en phase d'industrialisation. Donc le deuxième, c'est l'usage. Et enfin, c'est la R&D et la technique. Donc vous voyez que déjà dans une approche traditionnelle où on mettrait la R&D et la technique tout de suite, nous, on la met déjà en 3e étape. Et durant tout ce process, on va faire des prototypes. Donc on va faire des prototypes qui sont du style prototype désirable, puisqu'on veut faire du commerce. Il faut que ce soit désirable. Prototype d'expérience, parce qu'on va aller dérisquer l'usage. Et prototypes qui sont des bancs de tests techniques pour dérisquer des fonctionnalités clés. Et à chaque fois, vous voyez qu'en fonction de l'expérience que vous allez faire, grâce au prototype, on va vivre des expériences, parce qu'on est dans un sujet à forte incertitude, donc on va faire des expériences. Grâce à nos expériences de commerce, d'usage et de technique, on va pouvoir prendre des décisions qui sont « j'arrête le projet » ou « je continue le projet ». Et ça sécurise des investissements. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les balayer. Comment on fait un prototype désirable dans un premier temps? On doit faire la meilleure mallette du commerce. Je dois aller séduire des gens.
comment mon prototype, il apporte toute la proposition de valeur en termes de désirabilité de ce que je cherche à faire. Donc on va faire identifier des business, faire un démonstrateur, on n'est pas obligé de mettre toute la technique dedans, parce que l'objectif, c'est d'avoir le juste nécessaire du maximum desirable product. Il y a des gens, vous avez dû peut-être entendre parler, des gens qui parlent du minimum valuable product, le MVP. Nous, le MVP, il est trop minimum, quoi. Nous, on veut du maximum, en fait. On veut qu'il soit très désirable. On met du design, on met des logos, on fait des polos brodés, et on va se faire une expérience commerciale. Et comme ça, si l'expérience commerciale n'est pas réussie, on arrête le projet sans excuses en disant « mais en fait, les gens, ils voulaient… » Non, on est dans les meilleures conditions. Je ne sais pas pourquoi, le truc passe tout seul. Ouais. Vous l'aurez compris, même nos slides, c'est un prototype. Hein. Voilà, donc quelques exemples. On a un stand, si vous voulez venir voir des prototypes qu'on a faits, qui sont des prototypes désirables. Et donc, on a des porteurs de projets qui vont du coup au CES, qui arrivent à convaincre des clients. Deuxième étape, le proto d'usage, expérience. Une fois qu'on a des clients qui nous ont dit qu'ils étaient intéressés, on ne part pas dans la nature pour développer des choses. C'est pour eux qu'on va le faire. Et là, la prochaine étape, c'est de rapidement mettre des protos dans leurs mains et surtout d'aller les observer. Très, très, très important, parce que quand on est chez nous et qu'on fait un cahier des charges techniques, on n'est pas l'utilisateur qui va le vivre dans la vraie vie. Donc très rapidement, on fait une petite série, on robustifie le prototype, on le met dans les mains des utilisateurs et on va voir comment il fonctionne. Et grâce à ça, on se rend compte qu'en fait, les gens, ils fonctionnent en général jamais comme on l'avait prévu. Et c'est pas grave, ils sont comme ça. Donc il va falloir que le produit réponde à leurs attentes. Une fois qu'on a fait ça, normalement, on a des clients, on a dérisqué le fait qu'on ait des protos qui ont été utilisés, on a un cahier des charges fonctionnel issu du terrain. On peut rentrer dans la dernière phase du dérisquage, qui est le proto technique. Et là, on se dit, c'était quoi mes briques techniques à fort enjeu, qui étaient compliquées, que beaucoup de gens prennent dès le démarrage d'un projet. Souvent, les porteurs de projet, ils dérisquent des briques techniques. Ils ont des briques techniques. Après, ils viennent nous voir et nous disent, est-ce que vous avez un marché qui correspond à cette brique technique? Mais le projet, il n'a pas été pris dans le bon sens, en fait, si on en est là. C'est que là qu'on fait les briques techniques. Et pourquoi? Parce qu'on a déjà des clients, on a validé de l'usage. Et là, on définit les dernières briques techniques à dérisquer. Une fois qu'on a fait ça, on est en mesure donc de faire la conception de solutions techniques, faire des bancs de tests et commencer à cadencer sa matrice et sa roadmap d'industrialisation. Et là, normalement, si on a dérisqué ces trois premières étapes, on commence à rentrer dans une phase un petit peu serein pour la suite, et là on rentre dans une phase de développement. Donc effectivement, comme le disait Rémi, une fois qu'on a franchi ces étapes et qu'on a fiabilisé le projet, on peut commencer à développer vraiment le produit tel qu'il sera de manière industrielle. Donc le premier pilier vraiment, ça va être de rebosser la conception du produit. On va s'appuyer sur 3 piliers fondamentaux. S'assurer que mon produit soit robuste, soit fiable, qu'il puisse durer dans le temps et qu'il réponde au cahier des charges qui aura été défini. On va refaire du design to cost, essayer de revoir la conception pour arriver à un objectif de coût de revient qui est celui qu'on attend. Donc il y a un gros travail là-dessus. Ça peut être soit en allant trouver d'autres alternatives techniques moins onéreuses ou à juste prix, ou en allant travailler sur le sourcing des composants. Et on fait également du redesign to process. Les protos, les POC qu'on a fait en amont, ils n'ont pas forcément été pensés pour être fabriqués en centaines de milliers d'exemplaires. Donc on va repenser la conception pour adapter ça à des process de fabrication industrielle. Ça, c'est vraiment la première étape. Un exemple concret de start-up qu'on a accompagné, nous, chez Accendus, sur ce volet-là, c'est ReflexTime. Je vous conseille d'aller voir ce qu'ils font, c'est très sympa. C'est un boîtier qui est mis à disposition des ergothérapeutes et des kinés pour faire de la rééducation. Et donc concrètement, avec eux, on a fait ce job-là et in fine, on a réussi à réduire de 30% le nombre de composants du boîtier. Ils avaient tout plein de boîtiers un peu compliqués. On a simplifié la conception, on a réduit donc le nombre de composants. On a revu aussi les process d'assemblage. Eux, dans leur cas, il y avait beaucoup d'étapes manuelles, du collage, des choses qu'on n'a pas du tout envie de faire par centaines, milliers d'exemplaires. Donc on a simplifié les process de fab, ce qui a permis d'augmenter la productivité au montage. Donc on a réduit le temps de montage à peu près 50%. On a également fait des simulations mécaniques, parce qu'à ce stade-là, on n'a encore que de la conception industrielle. Mais avant de lancer le prototypage industriel, on fait des simulations pour prévalider le cahier des charges, s'assurer que le produit résiste bien aux contraintes qui seront liées à son utilisation. Et on a réussi à réduire le coût de revient de 25%. Et donc,
Une fois que cette étape est passée, en tout cas, ou en parallèle, derrière nous, le savoir-faire côté Viveris, on n'a pas présenté, mais très rapidement, une structure qui fait à peu près 800 personnes au niveau national. Les deux segments sur lesquels on va travailler, ça va être les systèmes embarqués de manière générale et le digital. On accompagne les DSI de nos clients pour mettre en place du coup et processer un certain nombre de choses. Et forcément, du coup, on arrive, lorsqu'on est sur ces produits-là, à revenir sur des choses un petit peu plus classiques. Il y a eu des itérations qui se sont passées. On va vouloir vraiment développer un produit robuste, fiable, qui va répondre à certaines attentes du marché, des durées de vie. On va se retrouver à tout un tas de contraintes. Donc, j'ai refait apparaître du coup ce cycle en V qui aujourd'hui a tendance à un petit peu disparaître, être éclipsé du coup par du mode agile. On fait beaucoup de projets en mode agile du coup chez Viveris. Par contre, on a pas mal de sujets encore qui respectent du coup ce process un petit peu de développement. Donc le V comme Viveris, parce que c'est Viveris qui a inventé le... Non, personne ne savait que ce cycle en V avait été inventé par Viveris. Donc vous sortirez avec cette information-là en tout cas. Donc on reprend un peu ce schéma-là où derrière on va réassurer et reverrouiller un certain nombre de choses dans le but d'arriver à un produit fini, viable, qui va être vraiment industrialisable. Et pour nous, ces étapes-là, elles sont extrêmement clés de redéfinir, revenir documenter un peu plus tout ce qui a été fait. Dans les phases de POC, ce n'est pas forcément nécessaire parce que du coup, ça peut être une perte de temps parce qu'il va y avoir des itérations qui vont se faire. Donc on ne peut pas documenter du coup en permanence tout. Par contre, une fois que le paysage commence à s'éclaircir et que finalement, on commence à avoir un détourage relativement clair du coup de ce qu'on veut faire, on va être capable du coup de respécifier exactement ce que va faire le produit, repartir du système, découler en spécification hardware, logiciel, si c'est des choses qui intègrent du logiciel et du hardware, et redescendre jusqu'au codage, la réalisation, la fabrication de la carte électronique, et remonter sur les phases de test, qui pour nous sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, on voit encore beaucoup trop de clients, de prospects, du coup, qui négligent un petit peu ces phases-là, où dès qu'on a des produits qui paraissent fonctionnels, en tout cas, on va très vite tester les cas nominaux, mais il est extrêmement nécessaire de valider du coup dans sa globalité les produits qu'on peut réaliser. Donc le test va être extrêmement important de notre côté. On va devoir définir les use cases, le cas nominal, mais tous les cas qui ne sont pas censés arriver, comment on va réagir notre produit, et est-ce que finalement on va prouver qu'il a été bien conçu, bien architecturé, et qu'on va être capable du coup d'arriver à un produit fini, clé en main, qui répond à toutes les attentes. Donc on remonte les parties test unitaires, vérification, validation, jusqu'à la qualification du produit final. Juste pour revenir du coup, ça ne le veut pas. Celle-là, elle ne veut pas. Les périmètres qu'on va adresser, donc on parlait d'électronique, de logiciel, ça tout le monde les voit, c'est essentiel en tout cas lorsqu'on va développer des objets en tout cas qui intègrent de l'électronique. Il va y avoir des choses où on peut avoir des contraintes de low power. Lorsqu'il y a des problématiques du coup d'autonomie, on va retrouver des aspects sur la cybersécurité qui sont de plus en plus prédominantes, qui sont peut-être pas nécessaires dans les phases amont, mais en tout cas derrière là qu'il va falloir éprouver parce que derrière ça va être des questions très fortes que peuvent avoir vos clients finaux, qu'on parle de B2B ou de B2C. Donc il faut être capable de s'assurer qu'on a bien respecté l'ensemble de ces contraintes. Des problématiques de télécommunication, de remonter l'information, de mettre en place un cloud peut-être pour administrer du coup des données. Donc le périmètre qu'on va adresser, ça va être tout celui-là, l'électronique, le logiciel embarqué, l'IT également, qui peut être nécessaire dans les produits qu'on peut développer. Donc on va réunir l'ensemble de ces compétences. Et j'ai mis quelques exemples du coup qui peuvent... ça passe très vite, ces slides-là. Un petit peu de souci de mise au point. Donc ça, c'est un sujet qu'on a fait, par exemple, pour une société lyonnaise qui s'appelle Smooth. Alors, son nom a changé, maintenant c'est 15, et c'est eux qui avaient gagné le marché de la ville de Paris. Donc derrière, ils avaient des soucis assez réguliers. Ils voulaient réaliser un produit qui permette de, non pas sécuriser les vélos, mais en tout cas s'affranchir d'un certain nombre de choses. Décidément, c'est le métro, ça file. Et donc, pour s'affranchir du coup de ces problèmes-là, ils voulaient développer un système du coup complet, un produit qui réalise un certain nombre de choses, qui ait une autonomie, qui est soit sécurisé, qu'on ne puisse pas venir hacker en tout cas. Et l'intérêt de ce système, ça va être de bloquer le vélo à un moment donné, quand il est dans des conditions réunies, il n'est pas rentré au dock,
il n'est pas en train d'être utilisé, sinon derrière ça peut faire un peu mal, activer un verrou qui va permettre de verrouiller le vélo. Donc on a eu la responsabilité de ce projet, de développer dans sa globalité et d'être capable d'aller se poser un ensemble de questions qui vont non seulement du produit et de son usage d'un point de vue fonctionnel, mais derrière de comment il va être monté, comment derrière les opérateurs qui vont être sur le vélo vont le monter. Donc il faut mettre des détrompeurs sur des câbles, il va falloir du coup s'assurer que le système tombe bien en marche. Donc lorsque derrière on a des produits qui sont opaques, noyés, parce qu'ils ont des contraintes mécaniques très fortes, il faut s'assurer de mettre des guides de lumière pour indiquer à l'opérateur que derrière le produit va bien être fonctionnel. Donc en fait, on va arriver dans tout un tas de contraintes du coup qu'il est nécessaire du coup de prendre en compte et au travers du coup d'Accendus qui nous accompagne beaucoup sur toutes ces phases-là pour vraiment se projeter en tout cas. Et le produit n'est pas fini, il faut l'imaginer dans sa globalité de comment il va être utilisé, comment il va être monté et comment on va être capable de le réparer potentiellement. L'idée, c'était de faire un peu le parallèle et les typologies de projets. Donc, on est capable de faire des projets comme celui d'avant, qui était plutôt petit, où on parle de tout petits objets, et la capacité de Viveris à accompagner sur des projets bien plus majeurs. Aujourd'hui, un certain nombre peut-être d'entre vous ont utilisé, sans le savoir, des solutions qu'on a pu développer et mettre en place. On a été retenu du coup sur des sujets pour, donc vous reconnaîtrez, donc c'est les métros lyonnais. Donc il y a 2 lignes automatiques de métro, la ligne D et la ligne B. La ligne D est automatique depuis très longtemps et on est venu traiter des problématiques d'obsolescence sur ce système-là. Donc il y a un système extrêmement complexe. Donc il y a des barrières, on peut voir ici. Donc sur la voie, c'est pas rouge comme ça, mais on va dire qu'il y a des faisceaux infrarouges qui vont passer. Donc on ne les voit pas à l'œil nu. Dès qu'un objet, une personne va chuter, on va détecter la chute d'objet à la voie. Et à partir de là, on va identifier la volumétrie de l'objet et s'assurer de la sécurité du métro et du mode d'arrêt. Est-ce que ça va être urgent ou pas urgent? Et du coup, on a accompagné, on a réalisé du coup un système extrêmement complexe qui permettait d'assurer cette fonctionnalité-là. Donc on a des sujets avec des grands écarts. Du coup, on peut accompagner des choses assez simples jusqu'à des produits qui peuvent être certifiés, là en l'occurrence c'est SIL 2 dans du ferroviaire, et on va apprendre un certain nombre de choses. Et c'est là où nous, on va être utilisé, ça va être sur nos capacités à réaliser d'un point de vue électronique, logiciel, ces produits du coup dans leur ensemble. Et du coup, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que la pertinence de cet accompagnement, c'est qu'en fait, toute cette expertise d'industrialisation, parce qu'on parle beaucoup du monde agile qui vient un petit peu du monde du numérique. Bon, dans l'hardware et dans l'innovation industrielle, l'agilité a nuancé quand même, parce que quand le moule il fait 2 cm de trop, on n'a pas encore inventé le contrôle Z qui permet de décaler le moule. On prend le moule, ça coûte à peu près 50 000 € et on le jette. Donc en fait, l'agilité dans le monde de l'innovation industrielle, elle est très fortement à nuancer, et le partenariat qu'on a, c'est que cette expertise d'industrialisation, on peut l'avoir dès le démarrage dans les prototypes pour que quand on puisse faire un choix dès le départ et qui ne nous coûte pas plus cher, qui soit déjà une brique industrielle, on peut la faire. Mais ça veut dire d'avoir cette expertise. Sinon, voilà, on ne capitalise pas et on n'avance pas. Donc la deuxième phase, une fois qu'on a revu la conception des produits, qu'on s'est assuré qu'ils répondent bien au cahier des charges, etc., on va ensuite donc faire des proto-industriels, où là on est assez loin du POC. Le produit ressemble vraiment à ce qui sera in fine sorti de production série. Et on va donc le tester et le valider. C'est hyper important dans ces phases-là de crash tester le produit et identifier des red flags s'il y en a pour pouvoir régler la conception avant de se lancer en série. Donc dans les tests, on va dissocier, il y a 2 grandes catégories. Il y a les essais fonctionnels et les essais environnementaux. Les essais fonctionnels, ça va vraiment consister à voir si mon produit en l'état, vu que j'ai retouché pas mal la conception, est-ce qu'il fonctionne vraiment? Est-ce qu'il répond aux attentes que j'avais de lui dans son état de fonctionnement? Donc ça, c'est une chose. On fait aussi pas mal de cycles de vieillissement accéléré, savoir quelle va être la durabilité de mon produit. L'exemple que je vous montrerai juste après, c'est un capteur pour l'industrie 4.0. Ce capteur-là, il doit être en capacité d'être installé et de ne pas avoir de maintenance dessus pendant 10 ans. Bon, donc il faut que je sois sûr que mon produit marche bien pendant 10 ans. Donc on a des moyens, l'intérêt effectivement
effectivement d'être adossé à un équipementier automobile, c'est qu'on a les assets du groupe EFI Automotive. On a tous les moyens de test, de validation qu'utilise le groupe EFI pour tester, développer ses produits automobiles. On les utilise aussi pour les projets qu'on accompagne via Accendus. Donc il y a cette partie essais fonctionnels et essais de certification et tous les essais environnementaux. Là, on va vraiment partir du cahier des charges, les conditions d'utilisation de mon produit, et on va être en capacité de faire des essais de température, variation, choc de température, résistance au choc. Si mon produit doit pouvoir tomber de 3 mètres de haut et être ultra safe, il faut que ce le soit aussi. Donc on va faire des simulations de résistance aux vibrations. Si par exemple mon produit en fin de livraison, il est tracté à l'arrière d'un pick-up, il faut que quand je le livre chez mon client, il soit intact. Donc ça aussi, on peut faire tout un tas de scénarios de simulation. Tout ce qui va être résistance en environnement sévérisé, de la poussière, de la pression, de la corrosion. On va simuler les vraies conditions dans lesquelles le produit sera utilisé pour valider ou retravailler les briques techniques qui posent problème, et toutes les notions d'étanchéité aussi, on le fait à ce moment-là. Donc un exemple, voilà, donc c'est Moïse dont je vous parlais, ils ont un corner juste ici, ils sont présents, donc si vous voulez aller les voir, avoir un retour d'expérience sur ce qu'on a pu faire ensemble. Mais donc eux, typiquement, on a fait des essais, alors là c'était du choc thermique en brouillard salin, du vieillissement climatique, des essais de vibration. Ça nous a permis de valider les briques techniques qui étaient fonctionnelles et d'identifier celles qui posaient problème. On a à côté des moyens de test et de validation, on a des moyens de contrôle. On peut faire des rayons X, des tomographies pour aller vraiment identifier la raison de la problématique et être en mesure de la corriger. Donc on les a accompagnés là-dessus. On a découlé de tout ça un plan d'action corrective et on a rebossé, on a refait une boucle d'optimisation de design jusqu'à ce que le produit soit totalement valide en sortie de test. Et donc de la même manière, sur le fait d'aller éprouver vraiment des solutions complètes, il y a de l'accompagnement qu'on va mettre du coup pour accompagner les certifs. Donc je pense que s'il y a une majorité d'entre vous qui ont déjà conçu des produits, on va aller voir des labos, il va falloir du coup définir un certain nombre de tests à passer au regard des normes. Donc on va faire cet accompagnement pour ne pas laisser seuls en tout cas les porteurs de projets sur ces phases-là, les accompagner et venir rectifier du coup ce qu'il peut y avoir à rectifier. Donc il y a des aspects CEM aussi qui vont être très importants, qui sont pris nous très en amont dans les phases de conception, mais après voilà, ça reste on va dire quelque chose d'assez complexe à appréhender et donc on met en place un accompagnement pour aller s'assurer qu'au niveau des essais CEM, conduit, rayonné, on va du coup être capable d'atteindre les performances qui sont désirées dans le cadre du produit et développer éventuellement des moyens de test qui vont permettre de caractériser ou d'industrialiser. Donc on a pas mal de retours d'expérience, on accompagne des grands comptes du coup sur ces domaines-là, des plus petites structures qui vont permettre justement d'aller faire de la mise au point des produits, d'aller rejouer. Et puis ces bancs de tests peuvent être aussi utilisés pour venir caractériser le produit pendant son cours de développement et de faire des essais plutôt boîte blanche. Donc là, on a un gros savoir-faire également de ce point de vue-là pour vraiment emmener le porteur de projet et avoir à la fin un produit, on l'espère et on met toute l'énergie, bon du premier coup, éviter ces passes en tout cas qui peuvent être très onéreuses, notamment sur les labos, où derrière il y a des délais extrêmement longs, des coûts qui sont associés et qui peuvent être des désagréments très forts, surtout sur des jeunes structures qui sont en train de se créer, parce que du coup ça veut dire que ça repousse la vente du produit. Et donc, une fois qu'on a rebossé la conception du produit, qu'il est testé, validé, on veut le produire. Donc, on va pré-industrialiser. Donc là, concrètement, comment ça se passe? La première chose à faire, ça va être de dimensionner le process. En fonction des volumes de votre roadmap et des premiers volumes que vous voulez faire pour vos pré-séries, on va dimensionner le process. C'est-à-dire qu'on va étaler clairement quel va être le schéma d'assemblage de votre produit de A à Z, et on va faire ce qu'on appelle le make or buy. On va réfléchir dans toutes ces étapes d'assemblage-là, lesquelles je vais vouloir internaliser moi au sein de mes équipes ou lesquelles je vais vouloir sous-traiter à des partenaires. Donc ça, c'est très important. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur cette stratégie-là, on va donc mettre en place une ligne d'assemblage de pré-série. Alors dans notre cas, Accendus étant rattaché à un groupe, à un équipementier auto, on a des capacités de production chez nous. Donc, dans certains cas, les entreprises qu'on accompagne, on peut prendre en charge la production de leur pré-série. Dans certains cas, elles veulent produire elles-mêmes. Dans ce cas-là, on les aide à implanter la production chez elles. Et ensuite, on va s'occuper de tout ce qui va être sourcing, approvisionnement des composants, monter, bien évidemment, ces premières pré-séries. Et très important, tout ce qui va être observation et amélioration continue. Ces phases de pré-série, elles sont vraiment là pour déverminer toute l'organisation du process, du produit. Et le but, c'est que quand on soit capable ensuite de passer à l'échelle, on n'avait plus que ce soit déjà un peu sur des rails et que tout était déverminé avant. Donc un exemple d'entreprise qu'on a accompagné dans la pré-industrialisation, c'est Nautiloplus.
avec leur robot sous-marin iBubble. Alors eux, pour le coup, on les a accompagnés vraiment dès le début sur toute la conception, mais on va faire un zoom sur cette partie-là. Typiquement, on les a aidés donc à définir les gammes d'assemblage, toutes les opérations. On a plus de 300 composants dans le robot, donc je vous laisse imaginer un peu la pagaille pour organiser tout ça. Définir avec eux la stratégie de make or buy. Typiquement, leurs produits aujourd'hui, on l'assemble dans une de nos usines en Haute-Marne. Le groupe EFI, notre siège est ici à Bénaud, en région lyonnaise. On a une autre usine de production en Haute-Marne, et donc ce robot est assemblé aujourd'hui chez nous. Tout le développement aussi d'outillages très spécifiques à l'assemblage et à la validation. Tous les produits qu'on fabrique sont validés 100% fonctionnellement. Donc il a fallu développer aussi les bancs de test qui allaient avec. Et on s'occupe pour le coup donc même de toute la logistique à Procomposants jusqu'à l'expédition de leurs clients worldwide. Et une fois passées ces phases de pré-industrialisation, qu'on a commencé à vendre et que le carnet de commandes explose, on a besoin d'industrialiser, et donc c'est-à-dire augmenter nos capacités de production. Donc là, il y a tout un tas de choses à faire, mais on va dire que les deux grands piliers à se rappeler, c'est revoir la stratégie de make or buy. Le dispatch qu'on a fait des opérations qui étaient vraies peut-être en phase de pré-série, il sera plus forcément le même quand demain je vais devoir doubler ou tripler ma production. Il y a peut-être certaines étapes qui étaient intéressantes à faire en interne, qui demain je vais préférer les faire chez quelqu'un d'autre. Donc rebosser le make or buy, réfléchir à donc plusieurs scénarios d'intégration, parce que du coup voir en face quels sont les coûts, les invests, ce que ça représente, définir donc cette nouvelle stratégie de production et identifier le cas échéant les nouveaux partenaires clés avec lesquels je vais devoir travailler. Et à côté de ça, faire évoluer les process qui sont déjà en cours. Récupérer tous les retours d'expérience de ce qui a été fait sur les lignes pré-série pour pouvoir les corriger. Se poser la question de peut-être automatiser certains postes. En phase de pré-série, on a beaucoup d'étapes qui sont des étapes d'assemblage manuel, et c'est très bien. Et se poser la question de savoir lesquels seraient pertinents en automatisation. Et on vient ajouter aussi pas mal de méthodes d'organisation, du lean manufacturing pour venir réduire un maximum les temps morts, les pertes de temps sur les lignes, augmenter la productivité, du Kanban, de la méthodologie, pour aller toujours vers plus de productivité. Et je crois qu'on a un exemple aussi là-dessus. Voilà, donc aujourd'hui, on travaille actuellement avec Exotech, qui est c'est plus trop une start-up, je crois, hein, c'est devenu une jolie licorne. Exotech, ils fabriquent des AGV, des robots qui sont installés dans les sites logistiques. Et donc eux, typiquement, ils produisent depuis quelques années maintenant leurs robots, et à horizon 2025, ils vont devoir tripler leur production. Donc c'est vraiment ça, c'est le scale-up. Donc notre mission à nous, on est venu faire une audit, on est venu voir comment ça se passait, comment ils étaient organisés. On a proposé des nouvelles stratégies à mettre en place pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. On a proposé plusieurs scénarios d'implantation, ce qui vont même se poser la question d'ouvrir une autre usine. Donc comment est-ce que j'organise mon implantation, mes équipes? Est-ce que je fonctionne en 1-8, 2-8, 3-8? Est-ce que je double des postes? Est-ce que j'en automatise certains? Et ensuite, on a donc défini avec eux tout le plan d'action, et on les a aidés, ce qui est très important aussi, à estimer le montant des investissements. Parce que du coup, qui dit nouvelle usine, dit financement, etc. Donc on accompagne aussi sur tout ce volet-là. Comment anticiper les délais et les coûts d'investissement que je vais devoir prévoir pour ma levée de fonds. On intervient aussi sur ce volet-là. Voilà. Donc en conclusion, on a essayé d'être assez clair du coup sur les périmètres qu'on a dressés de manière respective. Ce qui est important, c'est que derrière, aujourd'hui, on est 3 structures du coup indépendantes les unes des autres, et il n'y a pas d'obligation à bosser avec l'ensemble des 3. En fonction de la nature du projet et de l'avancement où vous êtes, vous pouvez très bien aller voir indépendamment l'une ou l'autre en fonction des attentes que vous pouvez avoir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que par contre, si des fois, il y a des porteurs de projets de A à Z, on a cette capacité d'accompagnement global de bout en bout, donc ce que l'on appelle seamless, où il n'y a pas de finalement raté lorsqu'on termine une étape et qu'on doit en démarrer une autre, où quelqu'un va dire non, ce que tu as fait avant, c'était pas bien, il faut que je reprenne tout, et on repart du coup dans un cycle qui n'était pas prévu. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une continuité de son projet. On échange très régulièrement en fonction des avancées, et on a capacité d'intervenir de manière très ponctuelle en fonction des étapes pour s'assurer du succès du projet global à la fin. On peut avoir le fonctionnement en guichet unique avec une seule tête du coup pour éviter effectivement de parler avec l'ensemble si c'est un souhait. Ça, c'est des choses qu'on sait mettre en place. Un écosystème aussi, c'est exactement ce qu'on vous propose. C'est qu'aujourd'hui on est 3, mais après derrière on a un historique chacun, et avec des partenariats qui ont été noués avec un certain nombre de structures très différentes, très diversifiées, sur du financement, sur des labos, sur... enfin bref, il y en a un paquet en tout cas qu'on peut vous mettre à contribution. Vous en avez un certain nombre qui sont présentés du coup ici. Et là, c'est tout nous finalement notre réseau qu'on vous donne à contribution pour le succès du coup de vos projets. Et ce que vous pourrez retenir,
c'est que d'après nos analyses, à partir du moment où on arrive à mettre accompagnement, c'est un gain qui va être présent. On peut réduire les coûts globaux, en tout cas de 30% à partir du moment où justement il y a un fil conducteur qui est assuré entre les structures. On s'assure d'éviter d'avoir des coupures à chaque étape. Et donc finalement, ça permet d'optimiser où on se projette tout de suite sur les étapes suivantes et ça évite d'avoir des points d'arrêt à chaque étape. Donc en conclusion, quelque chose souvent qui est changement de micro. Quelque chose qui est minimisé souvent dans le développement des porteurs de projets, c'est aussi cet écosystème qu'on avait volé, mais c'est surtout aussi l'aventure humaine. C'est-à-dire qu'en réalité, on rencontre des personnes. Ces personnes, elles vont venir pas qu'avec leur projet, mais aussi avec tout ce qui sont, que ce soit une start-up, une PME, un grand groupe. Et en fait, c'est très riche. Du coup, ce partenariat, il est aussi un titu personné. Donc, en fait, si vous venez, il y aura tout l'écosystème qu'on a. Il y a des gens de Renault Trucks, il y a des gens voilà, c'est à chaque fois de ces aventures. Et c'est quand même principalement une partie très importante de la réussite. Vous allez venir avec ce que vous êtes, donc vous avez soit une culture technique, soit une culture d'usage du terrain, soit une culture peut-être business. Et en fait, il y a besoin de tout cet accompagnement-là avec l'industrialisation, tout le reste. Et donc, voilà, on vous attend pour vivre la prochaine aventure avec vous. Et on tenait à terminer sur ce sujet-là parce qu'il y a de la technique, il y a de l'indus, il y a aussi des aventures humaines qui sont assez importantes. On vous remercie et on a vraiment hâte de pouvoir échanger avec vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est justement disponible pour pouvoir échanger et faire en sorte que ce workshop devienne un petit peu collaboratif. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Parce que je suis le seul à avoir un micro mobile. Celui-là, moi, je vais rester là. Du coup, si on vient, ça veut dire qu'il faut un brevet, un budget. Et ensuite, j'avais une autre question un peu du même acabit. C'est quoi votre modèle économique? Alors, est-ce qu'il faut un brevet? Non. Il ne faut pas forcément de brevet. Puisque parfois, il faut juste une idée et on va construire les choses ensemble. Et d'ailleurs, pour répondre à cette question sur le brevet, on est des structures qui travaillons sur une enveloppe budgétaire et en fait, la propriété intellectuelle vous appartient. Donc si on trouve ensemble des idées qui sont brevetables, elles vous appartiendront. Donc vous n'êtes pas obligé de venir avec un brevet. Ensuite, du financement, oui. En fonction de la catégorie dans laquelle vous êtes, si vous êtes entrepreneur, en général, nos accompagnements coïncident bien avec les financements d'accompagnement des entrepreneurs. Donc on va vous inviter à vous rapprocher des financements du type Startup & Go, Réseau Entreprendre, CCI, BPI, tous ces éléments-là qui vont vous aider à financer justement cet accompagnement. Et enfin, la troisième étape, c'était comment on se rémunère. On se rémunère sur de la mise à disposition de moyens qu'on met et sur lesquels on va s'engager sur des résultats en fonction de l'avancée de votre projet. Au départ, si c'est vraiment des prototypes où on a une visibilité, on va s'engager sur des résultats. Et plus on avance, plus on va partager ce risque mutuellement. Et ça va être une mise à disposition de moyens que vous allez financer. Si je peux compléter la réponse de Rémi, donc on fait de la prestation de service. On fait de la prestation de service en fonction de votre besoin. On se met d'accord. Ça peut être sur de la conception, sur du sourcing de composants électroniques. Ça peut être sur uniquement des tests, que du prototypage. On se met d'accord ensemble sur ce qu'on a à faire, sur votre besoin à vous, les capacités que vous avez à le développer en interne et ce que vous voulez nous sous-traiter. Et nous, on a des équipes d'ingénieurs. Chez Accendus, nous, on est une quinzaine d'ingénieurs issus du groupe EFI. Et l'intérêt, c'est vraiment d'apporter notre expertise métier de nos entreprises pour répondre à votre besoin. Donc, on fait de la prestation de service. Et à chaque fois, c'est des offres qui sont calquées sur ce qu'on se donne ensemble en termes de livrables, de planning, etc. Oui, vous pouvez venir juste avec une idée. Le French POC, typiquement, ils sont vraiment là pour vous accompagner de l'idéation au POC. Donc il y a des personnes qui arrivent toutes seules avec une idée, l'envie de monter une boîte, ou presque même pas trop d'idées à peu près. Et c'est la mission du French POC de venir déverminer et clarifier tout ça. Une idée, c'est mieux quand même. Hein. C'est mieux. Après, ils ont des super bons cafés, donc si c'est juste pour un café, ça marche aussi. Mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Moi, j'avais une question. Est-ce que ça vous arrive de stopper des projets parce qu'ils ne sont pas viables? Parce que ça arrive, Évidemment, c'est ouais. la vie des projets. Et en général, quand ça arrive, à quel stade, en général, on se rend compte que le projet il ne pourra pas aller au bout? Ben, l'objectif, justement, avec cette méthodologie, c'est de s'en rendre compte le plus tôt possible, en fait. Donc, normalement, le projet, il faut qu'on les challenger dans les phases de dérisquage. Donc, nous, par exemple, on a des projets, on parlait des relations humaines, c'est important. On a un projet, on a des projets, parfois, on se dit, le projet, franchement, il est incroyable, l'idée, elle est géniale. Ben, le porteur de projet, il n'a pas la fibre commerciale. C'est tout. Et donc, on ne va pas se baser sur des études de marché, parce que les études de marché, elles disent que le projet, il va marcher. Donc nous, on lui fait vivre des expériences commerciales dans la vraie vie, parce qu'on lui a fait un proto, il a rencontré des clients, et on va se baser sur le taux de réussite de ces rendez-vous en disant, bah, tu as signé combien de clients? Et si c'est 2 sur 30, on va se dire, bah, c'est peut-être pas assez pour justifier la suite qu'on cherche à avoir. À l'inverse, hein, on a des projets où des fois on se dit, franchement, celui-là, je ne mettrais pas trop de pièces dessus. Les porteurs de projets, ils ont tellement un écosystème énorme, ils connaissent tellement de monde que le truc commence à prendre une autre dimension. Et en fait, on est très impressionné par rapport à ce qu'ils arrivent à faire. Donc, il faut vraiment se mettre dans une démarche au démarrage d'expérimenter énormément, de ne pas faire trop de théorie, d'études de marché, de toutes ces choses-là, mais plutôt de vivre la vraie vie, de se mettre dans une dynamique commerciale et de récupérer ce feedback. Donc, soit le commerce, il est assez déterminant. Hein, et on arrête des projets parce que, bah voilà. Des fois, on arrête des projets parce que tout simplement, le temps d'acquisition, il est trop long. Et donc, par rapport au projet comme il était fait, bah, en fait, le temps qu'on arrive à avoir un retour sur investissement, le projet est bien, mais on n'est pas dans un bon modèle économique. Et après, bah, on arrête des projets en phase d'indus. Alors, l'idéal, c'est qu'ils aient été quand même bien déterminés en amont, parce qu'une fois qu'on est en phase d'industrialisation, on a investi du temps, de l'argent. Ce serait dommage de se rendre compte qu'à ce moment-là, qu'en fait, le projet n'a pas d'issue. Et c'est d'où l'importance de passer par le French POC et de vraiment crash-tester le projet dans son ensemble, que ce soit confirmer l'appétence marché, la faisabilité technique du produit, avant effectivement d'embarquer plus de monde et plus de financement sur le projet, si in fine, il ne se passera rien, quoi. Mais ça arrive, ça arrive. Il vaut mieux arrêter un projet au juste temps plutôt que de le continuer et de créer des frustrations un peu pour tout le monde, surtout pour les porteurs de projets qui ont eu le temps de se projeter dans leur idée alors qu'en fait, ça ne deviendra pas grand-chose. Bonjour. Est-ce que ça vous est arrivé d'intervenir sur des projets avec offre de service? Et du coup, est-ce que vous suivez la même méthodologie? Offre de service, ça veut dire du digital, par exemple? Digital ou un service pur, c'est-à-dire qu'il soit pas basé sur un produit Oui. physique. Oui, c'est la même méthode, en fait. C'est juste que les prototypes seront des prototypes qui iront en phase avec cette solution de service. C'est le même principe. Je crois que je vais changer de place parce que c'est tous ceux-là Ouais. qui posent des questions. À peu près combien de temps prend cette phase de dérisquage? Alors, la phase de dérisquage, combien de temps? Le but, c'est d'aller assez vite. Donc, se mettre dans une démarche, par exemple, commerciale, on essaie de faire des prototypes à peu près en 3 mois pour vite, rapidement avoir quelque chose. On ne va pas mettre toute la technique. Les prototypes d'usage, on essaie de les réaliser en 6 mois pour rapidement aller tester. Grosso modo, si on prend un projet en 1 an, mis bout à bout, on est censé avoir dérisqué son projet. Voilà. Ça veut dire qu'il faut se mettre dans une démarche active. Il faut avoir aussi trouvé le financement pour pouvoir financer ces choses-là. Mais on n'est pas sur du tout ou rien. On finance d'abord la première étape. On a des clients. Si on a des clients, on arrive à avoir des arguments pour aller chercher des investisseurs. Du coup, le financement de nos protos d'usage, ils ne sont pas pour personne, ils sont déjà ciblés, avec déjà des gens. On a pu commencer à leur vendre ces choses-là. Et on commence en fait à amorcer toutes ces phases-là qui sont faites. Donc normalement, c'est plutôt 1 an. Et après, pour le reste, Alors, c'est compliqué de donner des ordres de grandeur parce qu'entre industrialiser un petit capteur comme celui de Moïse que je vous ai montré tout à l'heure ou aller industrialiser un gros robot, donc il faut vraiment prendre avec des pincettes les ordres de grandeur qu'on vous donne.
Mais en général, effectivement, il faut compter au moins 1 an et demi pour les phases de développement, de validation. Il y a aussi tous les délais d'approvisionnement, etc. Ça peut être parfois très long. Donc minimum 1 an et demi si on veut avoir le temps d'être à peu près en phase avec la réalité. Moi, je suis assez en phase avec ça. Après, derrière, là, on peut voir, enfin, nous, le produit que je vous ai montré tout à l'heure pour Smooth, on avait réussi à peu près à faire ça en 9 mois. En 9 mois, on avait quelque chose d'industrialisable. Donc, ça peut aller plus vite, puisque c'est des plus petits objets, des fonctionnalités un petit peu moindres, et ça dépend de la maturité sur ton entrée. C'est pour ça que derrière, le point central est on va dire que le partenariat avec le French POC, il est essentiel du coup sur le fait de dérisquer, savoir exactement ce qu'on a envie, où est notre valeur du coup dans le produit, parce que du coup souvent on a des porteurs de projets qui ont des idées très bonnes mais très complètes, peut-être trop complètes, et en fait on s'aperçoit que 20% du coup des fonctionnalités représentent 80% de la valeur. Donc ça peut valoir le coup peut-être de se concentrer dans un premier temps sur ce qui a un maximum de valeur et peut-être ce qui nous coûte le moins de temps à développer, et d'arriver à postponer un petit peu les étapes suivantes. Et c'est là où il faut faire des équilibrages. On a des porteurs de projets qui ont des fonds très conséquents, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres, souvent c'est plutôt l'inverse, c'est qu'ils arrivent avec des moyens assez limités, avec des aides de BPI ou autres, et à partir de là, il faut faire avec l'argent qu'on dispose au démarrage. Et ça, c'est pour donc plutôt des porteurs de projets start-up, mais c'est exactement la même chose dans des grands groupes ou dans des PME. On a un autre client, c'est sa direction, et il faut aussi aller dérisquer ses projets pour sa direction en disant, bah voilà, ça c'est ce que je vais prendre pour évaluer une idée. Et pour nous, un service innovation, c'est pas un service qui doit rapporter des idées qui vont réussir, parce qu'en fait, comment on peut s'engager sur de la réussite? Par contre, c'est un service qui doit garantir un nombre d'expériences qu'il doit faire. Il doit justifier avoir fait 20 expériences, 30 expériences par an sur des idées commerciales, sur des idées d'usage, pour apporter de la matière à sa direction et dire, à partir de là, ça c'est tangible, on va prendre des décisions d'arrêter les projets, et l'argent qu'on économise dans ces projets qui n'ont peut-être pas d'avenir, on va les réorienter sur des projets qui ont de l'avenir. Donc tout ça est exactement pareil quand on est une PME ou quand on est un grand groupe, de telle sorte qu'on vienne mettre les bons investissements au bon moment par rapport à sa démarche de développement. D'autres questions peut-être à gauche, parce que là c'était très... Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question, donc Vincent de General Electric. Quand vous avez besoin de tester des objets, des IoT ou des choses comme ça, avec une approche multidimensionnelle, par exemple avec des capteurs, vous devez simuler des choses, simuler des séquences, simuler des comptages, etc. etc. Donc ça c'est fait, je comprends, chez Axe 112, c'est ça? Dans la phase de développement? Oui, tout à fait. En fait, on s'appuie aussi sur les équipes R&D qu'on a, nous, au sein du groupe EFI Automotive. Donc, tout ce qui est simulation mécanique, on sait le faire, nous, parce qu'on le fait sur nos produits. Après, en fonction des projets, alors, nous, vous avez vu un peu la diversité des produits qu'on peut adresser. Ça peut être des objets dans le médical, des objets dans la smart agriculture, dans la smart city. Ça peut être très varié du moment que nous, on fait de la mécatronique. Après, si parfois, il y a un besoin qui ne colle pas forcément avec les moyens qu'on a en interne, c'est là où l'écosystème intervient. On sait aller trouver les bons partenaires sur lesquels on s'appuie, nous, historiquement, de par notre activité auto, et répondre au maximum aux besoins. Quand c'est possible, on préfère le faire en interne, ça va plus vite, ça coûte moins cher, mais quand c'est pas possible, on sait aller solliciter les bonnes personnes. Et en complément, par rapport à ça, enfin, nous, on a une belle capacité du coup à développer des bancs, on va dire, assez globaux. On parle de bancs HIL, je ne sais pas si c'est un peu le cas, du hardware in the loop, où on arrive à simuler tout l'environnement du produit et de le tester dans des conditions extrêmement réalistes. Donc derrière, je crois qu'on se connaît un petit peu, il y a des choses autour de la view, des choses comme ça. Donc voilà, la view est une solution qui permet du coup d'adresser ça, mais après on a des vraies capacités à développer des bancs complets, et ensuite on peut venir avec eux sur des aspects plus mécaniques que nous on va moins maîtriser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça vous arrive de travailler avec des entreprises qui n'ont pas fait de dérisquage et qui arrivent à une étape où ils veulent industrialiser? Et comment est-ce que vous gérez ce genre de projet? Oui, oui, on en a plein qui arrivent chez nous. Ouais. On en a qui arrivent, toc toc, on est prêt, on vient s'industrialiser.
Et en fait, rapidement, quand on met un peu le nez dans le projet, dans le produit, on voit 2-3 choses qui vont pas. Et dans ce cas-là, on dit, on connaît des gens super bien, allez voir le French POC parce que vous pensez que vous êtes à un certain niveau de TRL et en fait, ça l'est pas vraiment. Et avant de continuer et de s'enfoncer et de foncer dans le mur, comme disait Rémi, autant reprendre un peu de recul, redéverminer les phases amont si elles ont été un peu bâclées ou voire pas du tout faites. Et c'est là l'intérêt aussi de travailler ensemble. Physiquement, nos structures sont vraiment très proches les unes des autres. Donc l'idée, c'est que quand un projet passe d'Axandus au French POC ou du French POC à Axandus ou même Viveris, on organise souvent des ateliers où on brainstorm, on est tous ensemble. Quand la start-up passe au French POC, nous, Axandus, en tant qu'industriel, on est invités à participer à ces réunions-là pour donner notre regard sur la conception et dire ok, bah là, c'est très joli ce que tu fais, mais par contre, moi, mon mouliste, il va pas apprécier. Donc c'est croiser les idées pour que dès les premières phases de conception, de développement, on intègre toutes les contraintes liées à l'industrialisation qui se fera après. Mais donc oui, ça arrive et c'est pas grave. Mais dans ce cas-là, il faut déjà savoir l'identifier et puis refaire les choses dans le bon ordre. Et de notre côté, ça arrive très régulièrement. On travaille avec beaucoup d'industriels qui ont déjà en fait des cahiers des charges établis. Ils sont sur des marchés où ils sont extrêmement matures, ils savent où ils en sont, ils savent exactement ce qu'il y a besoin derrière, ils ont des services marketing qui sont en place. Et là, pour nous, c'est plus facile parce que le travail est vraiment pré-mâché, on a un cahier des charges entrant et en plus, après, on n'a plus qu'à dérouler un projet relativement classique. Le risque, c'est plutôt que le client ne s'aperçoive pas de ça et est persuadé du coup qu'il a déjà la réalité. Et souvent, ce n'est pas le cas. Et c'est là où on peut avoir des échecs commerciaux derrière où finalement, on a peut-être squeezé une étape qui pouvait être nécessaire. Je crois que... Vas-y, dernière question, parce que là, je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Après, on a un stand, scannez, venez nous voir. De toute façon, nous, on travaille pour vous. Donc, si vous ne lancez pas des projets ou si vous ne connaissez pas des amis qui lancent des projets, nous, a priori, on ne va pas faire grand-chose. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Peut-être juste la dernière question. Stand 312. Stand... Waouh. Je voulais savoir à quelle étape dans tout le process que vous avez décrit, vous commencez à avoir une idée du coup complet du développement, de l'industrialisation jusqu'à la commercialisation, voire le SAV, etc. En fait, assez rapidement, on a des théories, parce qu'en fait, on commence à les connaître, les sujets, ça fait depuis 8 ans qu'on développe des choses. Donc, si vous venez nous voir, très rapidement, on peut prendre le modèle standard de votre projet, on sait déjà quels sont les coûts, et plus on va travailler, et plus en fait, ces budgets ils vont s'affiner pour y voir clair. Mais aujourd'hui, vous venez nous voir sur un sujet, en 2-3 semaines, on peut déjà vous dire à peu près dans quel ordre de grandeur vous vous situez par rapport à votre sujet. Mais oui, comme dit Rémi, effectivement, dès le début, on est capable d'avoir des estimations et ces estimations-là, elles s'affinent avec le temps. Il y a souvent ce besoin-là, lorsqu'on fait le relais, qu'on a le POC, on sait dans quelle direction on va aller. Alors, je ne fais pas de pub pour personne, mais par exemple, la BPI a mis en place un diagnostic qui est subventionné par la BPI à hauteur de 80%. Ça s'appelle le diagnostic d'amorçage industriel. Et la mission, vraiment, c'est d'avoir un cabinet expert, comme Axandus au hasard, qui vient faire une audit de votre produit, de vos process et qui vous aide à définir la roadmap et le montant des invests à prévoir. Donc tout ça, ça existe, on sait le faire. Nous, on a des experts en méthode, en conception, en sourcing. On vous aide à avoir une idée de votre enveloppe budgétaire et en plus, cette intervention-là peut être subventionnée par la BPI. Petite info. Merci à tous. S'il y en a qui ont encore des questions, E312, on vous attend, on est encore là, n'hésitez pas et merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous.